Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats des sénateurs. Et cette semaine, la Haute Assemblée continue d'examiner la réforme de la justice. Cette réforme a notamment pour ambition de modifier l'échelle des peines de prison. Avec ce projet de loi, c'en est fini des peines de prison en dessous d'1 mois et toutes les peines de plus d'1 an devront être appliquées. Ce texte crée aussi des peines alternatives, comme la surveillance électronique au domicile du condamné. Et puis pour rendre la justice pénale plus efficace, le gouvernement veut expérimenter un tribunal sans juré populaire qui jugera certains crimes, et notamment les viols. A noter que les sénateurs ont validé la création d'une amende pour sanctionner la consommation de cannabis afin de frapper au porte-monnaie les consommateurs. Tout de suite, le débat des sénateurs sur la réforme de la justice. À l'article 43, nous allons examiner deux amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 186 du gouvernement. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, nous abordons là un nouveau chapitre du projet de loi qui est le titre en réalité, qui est consacré aux peines. Et donc, je vous présente un amendement qui s'attache au fond à dire quelle est la nouvelle politique des peines que le gouvernement souhaite proposer. Cette nouvelle politique que je propose, elle est destinée à la fois à permettre que les peines soient mieux adaptées à la réalité de la situation des personnes qui seront condamnées, à permettre également aux tribunaux de prendre toutes leurs responsabilités dans le prononcé des peines et à permettre enfin que les peines, une fois prononcées, soient mieux exécutées. Ce sont, je crois, ces trois éléments qui fondent la nouvelle politique des peines que je vous propose, que je vous présente. De ce fait, la nouvelle échelle des peines propose une lecture plus aisée de différents seuils. Cette lecture repose donc sur les seuils suivants. Jusqu'à 1 mois, je vous propose de proscrire les peines d'emprisonnement. Entre 1 et 6 mois, le principe général, c'est celui de l'exécution de la peine en dehors de l'établissement pénitentiaire. C'est le principe général. Ça n'exclura pas, en tant que de besoin, un recours à l'emprisonnement. Entre 6 mois et 1 an, c'est le tribunal lui-même, qui se prononcera sur les conditions d'aménagement ou de non-aménagement de la peine. Sur la base d'un choix éclairé par le renforcement des enquêtes de personnalité, le tribunal décidera soit d'aménager la peine ab initio, soit de demander au JAP de le faire, soit de rendre immédiatement effective une peine de prison, soit d'exécuter la peine de prison en délivrant un mandat de dépôt différé. Le tribunal retrouvera donc son rôle plein et entier dans l'individualisation de la peine. Il sera davantage responsabilisé et ses décisions seront mieux respectées. Au-dessus de 1 an, il n'y aura plus d'aménagement systématique ab initio des peines d'emprisonnement. Cette politique volontaire qui vise à mieux lutter contre la récidive grâce, je vous le disais tout à l'heure, à une meilleure adaptation de la peine à la nature de l'infraction, à sa gravité, à son auteur et à sa situation, requiert la création de peines autonomes, donc qui ne seront plus référencées par rapport à l'emprisonnement, de peines autonomes qui permettront de mieux lutter contre la récidive. Je vous propose donc de rétablir les dispositions de l'article 43 modifiées telles qu'elles apparaissaient dans le projet de loi en faisant 4 choses. D'abord, en maintenant la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, peine autonome de DDSE, qui est en effet de nature à diminuer le prononcé des peines d'emprisonnement. Je vous propose ensuite de ne pas supprimer la peine de sanction-réparation, car cette peine constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée qui garantit les droits des victimes. Je vous propose également de ne pas supprimer l'institution ancienne et reconnue
du sursis avec mise à l'épreuve au profit d'une peine autonome de probation, telle qu'elle a été proposée par la commission des lois, qui ne constituerait en réalité que la reprise sous un nom différent de la peine de contrainte pénale, dont l'expérience montre qu'elle n'a pas été acceptée par les tribunaux. Je vous propose en réalité d'assurer la mise en œuvre de mesures de probation individualisées et renforcées en améliorant le sursis avec mise à l'épreuve, qui sera dénommé sursis probatoire et qui comprendra l'ensemble des outils qui sont contenus dans la contrainte pénale. Enfin, je crois utile de transformer le suivi socio-judiciaire en peine principale applicable à tous les délits et crimes, ce qui revient sur la spécificité de cette mesure orientée vers les auteurs d'infractions à caractère sexuel et aurait pour conséquence que cette peine s'ajoute à la peine privative de liberté et donc d'aggraver de façon inutile la répression. Donc je crois inutile de transformer le suivi socio-judiciaire en peine principale. L'amendement que je vous présente supprime dès lors l'article 131-3 du Code pénal fixant l'échelle des peines en matière correctionnelle. Nous supprimons de cet article les références à la peine de probation et au suivi socio-judiciaire, tout en y rétablissant la notion de sursis probatoire ainsi que les dispositions sur la peine de détention à domicile. Nous y maintenons également les dispositions sur la peine de sanction-réparation. Cet amendement rétablit également les dispositions qui permettent de prononcer un travail d'intérêt général en l'absence du condamné, dont le consentement à l'exécution des travaux sera recueilli ensuite par le juge de l'application des peines, qui pourra, notamment en cas de refus, convertir l'emprisonnement sanctionnant le refus d'exécution en peine de jour amende. L'amendement reprend cependant les coordinations qui ont été ajoutées par la commission des lois et qui avaient été omises par le projet. Il prévoit également, comme l'avait fait la commission, que le tribunal ne pourra prononcer qu'un stage et non plusieurs à titre de peine principale ou complémentaire. Voilà, Madame la Présidente, l'amendement que je propose. Merci Madame la Ministre. Pour un amendement identique, Monsieur Théophile, le 258. Madame la Présidente, chers collègues, cet amendement vise à rétablir l'échelle des peines ainsi instituée par la version initiale du présent article, inclure le placement sous surveillance électronique au sein de l'échelle des peines principales correctionnelles immédiatement après l'emprisonnement constitue à tout point de vue une mesure de bon sens. Celle-ci n'apparaît pas seulement comme une modalité d'exécution de l'emprisonnement ou de la réclusion criminelle. C'est, chers collègues, factuellement une mesure privative de liberté autonome, distincte de l'une et de l'autre dans la mesure où, précisément, il exclut tout enfermement dans un établissement pénitentiaire sans pouvoir être considéré pour autant comme un retour à un état de liberté partielle. Quant à l'introduction de la peine autonome de probation dans l'échelle des peines effectuées par notre commission, la logique sous-jacente de l'autonomisation de cette peine est incompréhensible, mais ne soyons pas dupes, elle ne fait que remasteriser la peine de contrainte pénale dont on sait rétrospectivement qu'elle n'avait pas obtenu les faveurs des juridictions répressives. Ce tour de passe-passe ne résorbera donc en rien le déficit de crédibilité de la contrainte pénale. Le sursis probatoire renforcé dont il est partiellement la résultante apparaît plus solide pour favoriser la réinsertion et prévenir la récidive. Enfin, nous nous opposons à la suppression de la peine de sanction-réparation qui, en dépit de sa nature hybride, alternative ou complémentaire, possède une fonction réparatrice d'une importance fondamentale. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques, Monsieur le rapporteur? Madame la Présidente, sur ces deux amendements identiques, la Commission a émis un avis défavorable. Pour quelle raison? Parce qu'évidemment, ces amendements reviennent au texte initial qui a été modifié par la Commission des lois. En particulier, je voudrais préciser que ces amendements visent à rétablir plusieurs dispositions de l'article 43. Ainsi,
Les amendements rétablissent la création d'une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique que nous avions supprimée. Suppriment la création d'une peine autonome de probation que nous avions créée. Suppriment la place donnée au suivi socio-judiciaire que nous avons renforcé et rétablit la possibilité de prononcer un travail d'intérêt général en l'absence du condamné, ce que nous avions évité. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable. Mais je voudrais au moins sur un point particulier, qui est le point, semble-t-il, le plus saillant en la matière, qui est l'opposition à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, avec un nouvel acronyme, le DDSE. La simple transformation du PSE, qui est évidemment le dispositif existant que nous connaissons, en peine autonome n'est qu'une disposition cosmétique en fait, qui fait l'économie d'une véritable réflexion sur les facteurs d'explication de ce faible taux d'aménagement et sur la raison de l'augmentation du prononcé des peines d'emprisonnement. Contrairement, je voudrais préciser, à une modalité d'application des peines, elle ne pourrait pas être facilement adaptée par le juge de l'application des peines. Alors, je veux dire, le DDSE serait pas aménageable ou facilement aménageable par le JAP, alors que ce n'est pas le cas du PSE qui est beaucoup plus souple. Par exemple, en cas de perte du logement, le juge de l'application des peines n'aura le choix qu'entre l'emprisonnement ou la fin anticipée de la peine. Il ne sera pas possible de faire exécuter cette peine sous la forme d'un placement en centre de semi-liberté ou d'un placement extérieur dans une structure associative. Il est fort probable qu'aucune sanction ne soit effectivement prononcée en cas de manquement avéré du condamné à ses obligations de résidence à domicile. Cela renforcerait le sentiment d'impunité des condamnés et ne permettrait sans doute pas de restaurer le sens de la peine que nous souhaitons insuffler à travers ce texte. Le choix de créer une peine autonome de surveillance électronique apparaît d'autant moins justifié que le placement sous surveillance électronique est régulièrement critiqué pour son faible encadrement social et ses modalités d'exécution qui ne permettent pas véritablement de prévenir la récidive. La seule véritable contrôle est exercé sur le respect formel ou non des horaires d'assignation, sans contenu aidant à la réinsertion. D'autres magistrats suggéraient d'ailleurs plutôt d'ériger en peine autonome le placement en semi-liberté ou le placement à l'extérieur. C'est pour toutes ces raisons que sur les deux amendements, la commission des lois a émis un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, je ne veux pas du tout... D'abord, je voudrais dire que sur ce sujet-là, j'ai des convictions, ce sont celles que j'exposerai, que j'entends et je respecte vraiment les propositions qui me seront faites parce que pour avoir un peu débattu avec monsieur le rapporteur Buffet, je crois que d'une certaine manière, nous ne sommes pas loin dans la philosophie des peines que nous souhaitons promouvoir. Et donc ensuite, ces fonctions pour nous de ce que évidemment nous ont dit les magistrats qui nous semble et c'est ce qui fonde les propositions que nous faisons, mais évidemment je respecte beaucoup ce que vous me dites. Je voudrais juste ici préciser que à la fois nous créons le DDSE, la DDSE, la détention domiciliaire sous surveillance électronique comme peine autonome, mais bien sûr nous gardons en tant qu'aménagement pour les courtes peines d'emprisonnement, nous gardons trois solutions, à la fois le placement extérieur, le placement sous surveillance électronique et également la semi-liberté. Donc cela demeure bien entendu. Monsieur Théophile, pour explication de vote. Chers collègues, à ce jour, le recours aux aménagements de peine ab initio demeure encore limité. Ériger de la sorte le placement sous surveillance électronique en peine, faisant de lui non plus une simple modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement, mais bien une peine principale pouvant être prononcée en application des dispositions relatives aux peines de substitution figurant dans le Code pénal en remplacement de l'emprisonnement encouru, pourrait de toute évidence inciter les magistrats à y recourir davantage dès le stade du prononcé de la peine. Surtout, la transformation du PSE en peine permet d'en faire pour le juge une alternative sérieuse à l'emprisonnement ferme. C'est assurément un instrument de lutte contre la surpopulation carcérale endémique. Je note par ailleurs que ce dispositif ne rentre pas frontalement en contradiction avec la formule retenue par la commission des lois. Ce changement statutaire du PSE ne remet pas en effet en cause la possibilité actuelle de le prononcer en remplacement d'une peine
privatives de liberté au cours de l'exécution de celle-ci. J'ajoute enfin que nombre des obligations ou interdictions assortissant la libération conditionnelle constituent également des peines pouvant être prononcées comme telles par la juridiction de jugement. Monsieur Bigot, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues rapporteurs, Madame la Ministre. Je pense que vous avez raison, Madame la Ministre, nous ne sommes pas ni les uns ni les autres aussi éloignés que ça sur ce sujet. Et je l'ai mesuré dans le travail que nous avons pu faire ensemble, François-Noël Buffet et moi, à la demande de la Commission, sur la nature, l'exécution et l'efficacité de la peine. Nous sommes, je crois, aujourd'hui, notamment face à la surpopulation carcérale et à l'importance de la récidive, convaincus que la sanction est nécessaire et qu'elle doit exister en tant que telle, mais qu'il faut aussi, à côté de la sanction, se préoccuper de la réinsertion. Nous n'aurons pas un texte qui sera parfait, mais l'intérêt de l'article 43, tel qu'il a été rédigé par les rapporteurs, est d'affirmer d'abord clairement quelles sont les peines. La détention à domicile est une peine d'emprisonnement, même si elle est exécutée au domicile et sous bracelet électronique. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut dire que c'est une modalité d'exécution. La probation telle qu'elle est proposée n'est pas un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Elle est une peine en tant que telle qui impose des obligations. Cette peine peut compléter une peine d'emprisonnement effective, elle peut aussi se substituer à la peine d'emprisonnement qu'encourt le délinquant, parce que derrière les obligations qui lui sont mises dans la probation, on y reviendra plus loin sur les articles concernant la probation, il y a une mise en œuvre. Et quand on constate ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est des choses de cette nature. Quand vous dites que la contrainte pénale n'a pas été appliquée, je pense que la contrainte pénale n'a pas été comprise par les magistrats, les moyens n'ont pas été donnés et ils l'ont confondu avec le sursis avec mise à l'épreuve. D'ailleurs, vous-même aviez dit au début de votre travail que vous vouliez faire une synthèse entre le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Je crois qu'on y arrive, mais l'article 43, pour moi, il pose le principe des peines et ensuite il y a les modalités d'exécution, y compris pour le suivi socio-judiciaire, parce que ça peut être une peine imposée en tant que telle. Quelqu'un qui va aller sur les sites pédopornographiques, faut-il l'envoyer en prison? Non. Faut-il lui imposer une peine de probation? Je n'en sais rien, mais par contre lui imposer un suivi socio-judiciaire, cela peut être utile. Donc je pense que c'est ça ce qu'il faut voir, c'est d'une part quelles sont les peines et ensuite quelles sont les modalités de leur exécution, en sachant que pour nous les modalités de leur exécution devaient être vues par les magistrats au moment du prononcé, et que s'ils ne le peuvent pas, ils peuvent effectivement donner délégation, comme c'est déjà le cas, au juge de l'application des peines. Je pense que c'est cet équilibre que nous avons cherché et les rapporteurs, je n'en sais gré, ont repris le travail commun que nous avons fait, qui a été plutôt apprécié par la Commission, je crois. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 186 et le 258, avec un avis défavorable de la Commission, qui est pour leur adoption, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Nous avons un amendement 351 de la Commission. C'est Monsieur Buffet qui va nous le présenter. Cet amendement vise à prolonger la logique des amendements adoptés en commission concernant les dispositions de l'article 43 et la simplification des dispositions relatives au prononcé des peines. Il convient effectivement d'aller au bout de la réforme en supprimant l'inscription dans la loi les différentes catégories de stages afin de permettre aux juridictions de définir le contenu de ces stages en les adaptant naturellement au profil des délinquants de leur territoire. L'idée étant de mettre de la souplesse et de laisser le tribunal correctionnel ou le magistrat adapter le stage auquel il soumettra le prévenu qu'il aura en face de lui. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je vous proposerai de retirer cet amendement, sinon je serai contrainte d'émettre un avis défavorable. Je vous en dis la raison. Vous voulez supprimer dans la loi la référence aux différents types de stages que les juridictions pourront prononcer.
Et si j'ai bien compris votre amendement, il appartiendrait aux juridictions de décider elles-mêmes du contenu du stage qu'elles prononcent. Il me semble que cet amendement pourrait soulever des difficultés constitutionnelles, au regard du principe de l'égalité des délits et des peines. Il ne me semble pas tout à fait possible de déléguer ainsi au juge le pouvoir de définir le contenu de la peine qu'il prononce. Or, si je comprends bien, vous souhaitez que ce soit la juridiction qui définisse le contenu même du stage. Il me semble que c'est au législateur de définir précisément les peines qui doivent être prononcées. C'est pourquoi mon projet de loi, tout en simplifiant le régime de la peine de stage, définit la nature du stage qui peut être prononcé. Cela n'empêche évidemment en rien que le contenu du stage soit précisé par voie réglementaire, cela est tout à fait logique, et que son organisation se conçoive dans le cadre de partenariats qui pourraient être noués entre les parquets et les acteurs de terrain qui les mettent en œuvre. C'est d'ailleurs ce qui est aujourd'hui pratiqué, et cela fonctionne bien. Et donc, pour ces raisons-là, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement. À défaut, donc, je mettrai un avis défavorable. Monsieur le rapporteur. Madame le Président, la question qui se pose, qui est soulevée par Madame le Ministre, c'est la constitutionnalité de la décision, de l'amendement que nous proposons. Effectivement, en matière pénale, il est important que soit dans le texte, que la notion de stage soit bien consacrée comme étant une peine et apparaisse en tant que telle dans le dispositif juridique, ce qui me semble-t-il est le cas. On ne revient pas là-dessus. En revanche, c'est le contenu du stage qui n'est peut-être pas suffisamment défini ou qui mériterait d'être défini. Aujourd'hui, il est défini à la fois dans son principe, dans son quantum, dans sa durée. Donc là, de ce point de vue-là, les choses me paraissent assez claires. En revanche, effectivement, c'est vrai qu'il peut exister plusieurs formes de stage. Bon, je serais tenté de vous dire, gardons l'amendement et allons plus loin dans la réflexion. S'il y avait un risque quelconque, on pourrait le reprendre ensuite, parce qu'il n'est pas question pour le Sénat d'avoir une mesure anticonstitutionnelle. Ça, c'est bien, c'est très clair. Mais il me semble qu'au stade de la réflexion, nous pouvons le conserver et voir ensuite de l'évolution. Merci. S'il n'y a pas de demande d'explication, Madame la Ministre, non? Madame la Ministre. Oui, c'est un sujet, je le comprends tout à fait, mais alors, de ce fait, dans l'état, je préfère émettre un avis défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 351 avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Un autre amendement de la Commission, le 352, monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Pardon, favorable, Madame la Présidente. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Un autre amendement de la Commission, le 353, monsieur le rapporteur. Toujours de coordination, Madame. Madame la Ministre. Et toujours favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement 353 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. L'amendement 305 rectifié, c'est monsieur Arnel qui va nous le présenter. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au moment de son instauration par la loi du 10 juin 1983, la nouvelle peine de travail d'intérêt général poursuivait deux objectifs. Comme le soulignait dans son rapport le sénateur Marcel Woodloff, permettre au délinquant à la fois d'accomplir sa peine en rendant service à la communauté et préparer sa réinsertion. Dès sa création, cette peine se distingue donc dans la logique à la peine des travaux forcés, abolie en France par l'ordonnance du 4 juin 1960, qui visait à une unique finalité rétributive, l'individu condamné devant réparer le tort causé à la société par son travail. En outre, la dimension de mise au service de l'intérêt général est également une différence importante qui n'était pas évidente au temps des travaux forcés. Nous considérons que l'esprit initial des TIG, reposant sur ces deux logiques, doit être préservé. Or, la proposition d'étendre la possibilité d'effectuer ces travaux au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire nous paraît s'en éloigner.
Sur le plan de la mise au service de l'intérêt général, la référence à l'économie sociale et solidaire est déjà plus proche de l'idée que l'on se fait de l'intérêt général, mais un doute subsiste et pourrait également subsister dans la tête du condamné. Enfin, sur le plan de la réinsertion, le dispositif actuel ne prévoit, semble-t-il, aucune mesure de sensibilisation ou de formation dans les entreprises chargées d'accueillir ces TIG, alors qu'il ne s'agit pas d'un recrutement anodin. Comment s'assurer de l'efficacité du dispositif dans ces conditions? Nous considérons donc que les efforts devraient en premier lieu se concentrer sur l'amélioration de la mise en œuvre de ces TIG et des sanctions en cas de manquement au sein des services publics et associatifs, de même que sur l'étuyage entre ces TIG. Monsieur Arnel, quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? La Commission des lois est défavorable à cet amendement. On ne vous entend pas. Allô, allô? C'est terminé, on a coupé la parole, on va pouvoir partir. Bon, l'avis de la Commission, chers collègues, est défavorable à cet amendement de suppression. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est l'expérimentation qui a été prévue dans 43, qui permettent de réaliser des travaux d'intérêt général auprès de personnes morales de droit privé, mais pas de n'importe quel droit privé, relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire uniquement. Bon, c'est tout de même assez intéressant, ce dispositif. On a déjà beaucoup de mal en matière de travaux d'intérêt général à trouver des solutions en matière privée. D'une part, c'est compliqué avec les collectivités locales ou les collectivités publiques. Donc on essaye, j'ai cru comprendre que le gouvernement essayait, à travers cet amendement, d'élargir le prisme et de trouver le plus de solutions possibles, ce qui nous paraît c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle la Commission, au regard du texte, a jugé qu'il s'agissait d'abord d'une expérimentation pour 3 ans, donc qui méritera bien sûr d'être évaluée le moment venu, et d'autre part, le nombre de places offertes, je viens de le dire, en matière de travail d'intérêt général est aujourd'hui très insuffisant. Toutes les personnes que nous avons consultées dans le cadre des auditions sur ce sujet particulier des travaux d'intérêt général ont attiré notre attention sur la grande difficulté à pouvoir trouver des solutions, la très très grande difficulté qu'elles ont. Or, un des enjeux du texte, c'est naturellement d'avoir un panel de peines qui soit suffisamment large pour le juge, pour qu'il puisse les adapter aux personnes qu'il a devant lui. Et le travail d'intérêt général pour un grand nombre de personnes qui comparaissent a vraiment du sens. Et donc, on ne veut pas se fermer toutes les portes. Voilà, donc c'est... À la limite, je vous demanderai le retrait. Parce que en cette fin de séance, on n'a pas envie d'être désagréable, donc on demande le retrait. À défaut, ce sera un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Monsieur le sénateur, ce sera également une demande de retrait pour les raisons suivantes. Monsieur le rapporteur a remarquablement compris ce que nous voulions faire, donc je ne vais pas reprendre. Voilà, en tout cas, ça mérite d'être souligné. Je ne dirais pas autre chose. Donc, au-delà des explications qu'il vient de vous donner, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que sur le travail d'intérêt général, nous souhaitons mettre en place une agence du travail de l'intérêt général pour vraiment impulser une vraie politique autour de cette question-là. Nous devrions pouvoir sortir le texte dans les semaines qui viennent pour créer cette agence. Cette agence aura un outil qui sera une plateforme. Sur cette plateforme, nous pourrons d'abord habiliter les structures qui pourront proposer du travail d'intérêt général. Y figureront également les postes précisément retenus qui seront proposés comme travail d'intérêt général. Et bien sûr, dans l'ensemble du dispositif, nous prévoyons la formation des tuteurs pour pouvoir accompagner les personnes qui effectueront cette peine de travail d'intérêt général. Donc je souhaitais vous apporter ces précisions. C'est un dispositif global que nous avons conçu. Monsieur le Président Philippe Bas. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais joindre ma voix à celle de Madame le garde des Sceaux et de notre collègue François-Noël Buffet, co-rapporteur de ce texte,
en vous rappelant, chers collègues, à l'appui de cette demande de retrait, que le développement des travaux d'intérêt général a marqué le pas depuis plusieurs années. Or, nous ne cessons, d'ailleurs sur tous les bancs de notre Assemblée, ce n'est pas une chose qui nous distingue, de nous inquiéter du fait que la préférence pour des condamnations à des peines d'enfermement reste prégnante dans notre pays. Et au moment où nous recherchons les moyens de développer les alternatives à l'incarcération, qui présentent de grands avantages à la fois pour éviter d'exposer des jeunes délinquants à l'école de la récidive, qui est parfois la prison, mais aussi pour les amener à gagner en maturité dans un environnement favorable qui peut préparer une insertion durable. Je crois qu'il est utile de rechercher les moyens d'élargir les possibilités de recourir au travail d'intérêt général. Ce n'est pas en prison que les détenus vont pouvoir faire l'apprentissage d'un métier ou rendre service à la collectivité, car malheureusement, Madame le garde des Sceaux, malgré tous les efforts que vous faites et qui viennent compléter ceux de vos prédécesseurs, nous ne sommes pas, comme en Allemagne, dans une situation où nous pourrions dire que les efforts de préparation des détenus à la réinsertion professionnelle ont réellement donné tous les résultats qu'on était en droit d'espérer. Par conséquent, le travail d'intérêt général, oui, il faut le dire, reste une formule utile. Et je crois qu'en interdisant le secteur de l'économie sociale et solidaire d'accueillir des condamnés à des peines de travail d'intérêt général, on se prive d'une possibilité. L'économie sociale et solidaire, ce n'est tout de même pas les travaux forcés dans l'industrie capitaliste, pardon d'utiliser des termes caricaturaux, mais je le fais à dessein. Il y a au fondement même de ce secteur de l'activité économique une démarche humaniste tout à fait respectable et qui n'est pas moins respectable que la démarche des collectivités publiques qui ont aujourd'hui le monopole de l'accueil des bénéficiaires, ou plutôt des condamnés à des travaux d'intérêt général. Donc je ne vois pas quelle serait la raison presque philosophique ou politique qui devrait exclure l'économie sociale et solidaire de cette possibilité d'accueil des bénéficiaires, plutôt des condamnés qui bénéficient de cette alternative à la peine de prison. Il me semble au contraire qu'il faudrait essayer de lever le goulet d'étranglement que nous avons constaté. Et je sais bien qu'aujourd'hui, l'abandon par le gouvernement de la plupart des contrats aidés fait qu'un certain nombre de communes pourraient être mieux disposées à l'égard des travaux d'intérêt général parce qu'elles se trouvent dans de grandes difficultés pour assurer un certain nombre de missions, faute de moyens et compte tenu de l'évolution de leurs ressources. Mais je ne suis pas sûr que cela suffise, parce que dans nos communes, et surtout les communes de petite taille ou de taille moyenne, l'encadrement fait défaut. Il faut très souvent que ce soit le maire qui s'en occupe lui-même pour accueillir le condamné à un travail d'intérêt général. Et je crois qu'il ne faut pas faire peser sur nos communes une charge excessive de collaboratrices du service public pénitentiaire. Et en raison de tous ces éléments, en essayant de peser le pour et le contre, je me dis, chers collègues, que si vous aviez la possibilité de retirer cet amendement, vous offririez, parce que je craindrais que notre Assemblée ne l'adopte, évidemment, si vous acceptiez de retirer cet amendement, vous offririez, en réalité, une chance supplémentaire
d'insertion professionnelle et sociale à de jeunes délinquants pour lesquels le travail d'intérêt général est décidément la meilleure solution. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi patiemment. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Arnel, je vous en prie, souhaitez-vous retirer cet amendement? Madame la Présidente, bien entendu, Madame la garde des Sceaux et Monsieur le rapporteur, j'entends vos arguments. Vous verrez que dans la liste des signataires, il n'y a que, chose qui n'est pas habituelle, il n'y a que la moitié des sénateurs RDSE. Ça signifie donc qu'une autre moitié est déjà dans cette logique-là. L'autre moitié signataire de cet amendement se posait simplement un certain nombre de questions et souhaitait avoir un certain nombre de précisions. Et la précision la plus particulière que nous recherchons, c'est est-ce que ça va nous permettre de nous tenir à la définition même des TIG, telle que nous l'entendions. Permettre aux délinquants à la fois d'accomplir sa peine en rendant service à la communauté. C'était ça l'interrogation principale. Mais moi, je suis là pour faire avancer les choses, hein, les chers collègues. Et puis, bien entendu, la prison, l'univers carcéral n'est pas ce qu'il faudrait lorsque une peine alternative est possible. Et donc, de ce point de vue-là, j'accepte de retirer l'amendement. Merci, Monsieur Arnel. Monsieur le Président Bas. Permettez-moi, Madame la Présidente, de reprendre un instant la parole, mais tout simplement pour remercier notre collègue de sa compréhension. J'apprécie votre geste, cher collègue. Voilà, mes chers collègues, je constate que nous avons bien travaillé aujourd'hui puisque nous avons examiné 51 amendements tout au long de cette journée. Il ne nous en reste que 98 à examiner. Alors, si vous en êtes d'accord, et comme ce texte est inscrit à l'ordre du jour de la semaine prochaine, moi, je vous propose que nous levions la séance à cet instant, il est 19 h, et que nous poursuivons l'examen de ce texte à partir de mardi prochain, si vous en êtes d'accord. Le gouvernement est d'accord. Voilà. Il me reste encore à vous faire voter sur l'article 43. Monsieur Ouzoulia, vous souhaitez une explication de vote sur l'article 43? Alors, très rapide. Je vous en prie. Voilà, parce que je ne voudrais pas vous priver du plaisir de partir plus tôt. Non, juste un petit point pour dire qu'on a été très intéressé par la discussion qui a eu lieu, et de voir avec plaisir que la logique qui faisait que depuis plusieurs années, systématiquement, l'échelle des peines était rendue plus dure, cette logique reculait. Ce que nous souhaitons, Madame la Ministre, et je vous le dis très rapidement, c'est que dans votre projet de programmation, il y ait des moyens supplémentaires qui soient offerts pour tout ce qui permet la réinsertion et les aménagements de peine. On ne les trouve pas dans votre programmation et c'est malheureusement ce qui va nous obliger à voter contre cet article, malgré tout le bénéfice que nous trouvons à ce consensus naissant. Je vous remercie. Monsieur Bignon, pour explication de vote. Madame la Présidente, je me suis réveillé un peu tard pour intervenir sur l'amendement sur les TIG. Je voulais juste faire part d'une expérience personnelle. Il n'y a pas que les collectivités qui sont privées par la suppression ou la diminution massive des emplois aidés, il y a également les associations. Et je préside une association qui pilote une banque alimentaire et une épicerie solidaire, et je serais bien heureux de pouvoir accueillir un TIG dans cette association qui serait encadrée par les bénévoles nombreux et efficaces qui travaillent pour le bien commun sur les gens qui ont du mal à se nourrir convenablement. Et je suis convaincu que ce type de sujet serait tout à fait de nature à faire prendre conscience à des gens qui ont un peu dévié à un moment que d'aider leurs concitoyens dans la difficulté sur des sujets aussi lourds que l'aide alimentaire pourrait peut-être les remettre dans le droit chemin utilement. En tout cas, moi, je serais prêt à m'y employer. Merci, Madame la Ministre. Vraiment 2 mots, Madame la Présidente. D'abord pour remercier Monsieur le Sénateur de son offre. Je pense que c'est très utile et ça correspond tout à fait à la logique que nous voulons développer. Juste un chiffre, il y a aujourd'hui, les TIG représentent 6% des peines
qui sont prononcées. Et évidemment, nous voudrions accroître ce chiffre parce que, Monsieur le Président Bas l'a dit tout à fait remarquablement, c'est vraiment une réponse qui est pertinente. Et je regrette que Monsieur le sénateur Ouzoulias m'ait annoncé un vote négatif. Peut-être va-t-il revenir sur sa décision, car en réalité, Madame Assassi, n'essayez pas d'influencer votre collègue, parce que en réalité, des moyens supplémentaires, nous les avons inscrits dans le projet de loi. À titre d'exemple, mais seulement à titre d'exemple, je vous rappelle que nous avons décidé de recruter 1500 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires. Ce sont eux qui aideront, entre autres, à suivre les tiges dont nous parlons à l'instant. Voilà, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je mets aux voix l'article 43, qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. À l'article 42, nous examinons l'amendement numéro 39. C'est Monsieur Ouzoulias qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Cet article prévoit la création et l'expérimentation d'un tribunal criminel départemental. Notre amendement est un amendement de suppression de l'article. Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de 3 ans, à titre expérimental, comme vous le dites, les personnes accusées de crimes punis de 15 ans ou 20 ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats. Cette disposition, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, aurait pour conséquence probable la disparition de la cour d'assises, lieu de justice dans lequel la justice est rendue au nom du peuple et par des jurés populaires, comme nous le savons tous. Écoutons Madame Marie-Aimée Perron, bâtonnière de Paris, sur le sujet, quand elle déclare, je la cite, « Les cours d'assises actuelles, composées de jurys populaires, fonctionnent très bien. L'oralité des débats permet de prendre le temps du procès. L'institution de ces tribunaux revient, sous couvert de gagner du temps, à instaurer de petits crimes, comme le viol, en réduisant le droit des victimes à un procès. » Cet article 42, et vous l'avez compris, c'est le sens de notre amendement, est loin d'être anodin. Il s'attache à repenser un pan essentiel de notre justice pénale, tant il témoigne de l'histoire de France et de ses évolutions, les jurés populaires au sein des cours d'assises. Ainsi, le gouvernement, en vue d'améliorer la justice pénale rendue dans les cours d'assises, propose de créer un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats, comme nous l'avons dit. Tout d'abord, le délai d'audiencement devant cette instance serait d'1 an seulement. Sa compétence serait limitée au jugement de certains crimes, la cour d'assises retrouvant tout son pouvoir pour les crimes punis de 30 ans de réclusion ou encore de la réclusion criminelle à perpétuité. Néanmoins, une grande partie de la justice criminelle française sera rendue sans juré, et cela semble remettre en cause la démocratie dont étaient imprégnées les assises. Monsieur Jean-Pierre Géty, président de la Cour d'assises, disait, je le cite, « La délibération à la Cour d'assises est le lieu le plus démocratique qui soit dans notre vie de citoyen. » Madame la garde des Sceaux, ces jurys populaires, comme vous l'avez indiqué dans un quotidien du dimanche récent, ne relèvent pas que de l'attachement à la tradition française. Nous ne défendons pas ici une position de Gaulois réfractaire, mais au contraire une conquête majeure, révolutionnaire, celle de la justice rendue par le peuple. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Madame le Président, l'avis de la Commission sur l'amendement, qui est un amendement de suppression, est un avis défavorable. Sur le fond, la Commission des lois a accepté la proposition qui est faite par le gouvernement dans le texte, à titre expérimental, de mettre en place un tribunal criminel de première instance. Nous avons noté avec intérêt que l'objectif était malgré tout, en maintenant la procédure d'assises, c'est ce qui nous a été dit devant cette juridiction nouvelle, de pouvoir traiter dans un délai beaucoup plus rapide un certain nombre de dossiers qui, venant devant la cour d'assises, attendaient, ou alors, trop longtemps, ou alors étaient eux-mêmes correctionnalisés. L'intérêt de la situation, c'est qu'il n'y aura plus de correctionnalisation des infractions, d'un certain type d'infractions, et qu'on restera donc sur une poursuite criminelle, avec une sanction de caractère criminel, mais prononcée dans un délai sans doute plus rapide. Voilà, donc nous sommes d'accord, en tous les cas la Commission des lois est d'accord pour que cette expérimentation se mette en place. On en tirera évidemment le moment venu l'ensemble des conséquences. C'est la raison pour laquelle je redis que nous sommes défavorables à l'amendement de suppression.
Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, comme Monsieur le rapporteur, c'est un avis évidemment défavorable que j'émets à votre amendement, puisque j'ai souhaité pouvoir faire cette proposition. Je voudrais dire simplement quatre éléments qui m'ont conduit à faire cette proposition. D'abord, cela m'apparaît être une solution innovante par rapport à un système aujourd'hui où l'engorgement des cours d'assises, lié notamment à l'introduction de l'appel, lié d'autre part à l'oralité de la procédure, avec tous les avantages que cette oralité peut avoir, tout l'intérêt que cette procédure peut avoir. Bref, l'ensemble de ces éléments donne aujourd'hui un engorgement des cours d'assises. Et donc, cela entraîne un dysfonctionnement complet de la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité proposer une solution innovante. Deuxième élément, je suis favorable à la vérité judiciaire. Or, Monsieur le rapporteur vient de vous le dire, aujourd'hui, des crimes, comme le viol, ne sont pas jugés en tant que crimes parce que les victimes ont parfois besoin d'un jugement plus rapide ou souhaitent un jugement plus rapide et donc, de ce fait, ces crimes sont correctionnalisés. Monsieur le rapporteur vient de vous le dire. Je ne suis pas favorable à quelque chose qui s'oppose à la vérité judiciaire, si vous me permettez cette expression. Ensuite, et je crois que c'est important, il y aura évidemment une procédure devant ces tribunaux criminels départementaux, une procédure qui permettra à la fois d'accélérer les choses puisque les magistrats pourront disposer du dossier, mais que, bien entendu, s'ils le souhaitent, ils pourront écouter l'ensemble des témoins qui leur paraîtront utiles à la résolution de l'affaire. Et donc cette procédure est évidemment tout à fait importante. Je rappelle également qu'avec le tribunal criminel départemental, la détention provisoire sera limitée à 1 an. 1 an. Donc là aussi, c'est une mesure qui vient faire baisser la détention provisoire. Par parenthèse, vous observerez qu'à différentes étapes du projet de loi que je propose, il y a des mesures qui ont pour objectif de faire baisser la détention provisoire. Enfin, et Monsieur le rapporteur l'a rappelé, le 4e élément, c'est qu'il s'agit bien d'une expérimentation. J'ai souhaité que ce soit expérimental parce que d'abord, il est vrai que cela rompt avec une tradition très puissante que nous avions dans notre pays et que je n'analyse pas seulement comme un élément de l'histoire de notre construction historique, mais comme un élément actuel, effectivement. Donc il y a cette rupture, il y a également la mise en place en termes d'effectifs humains de ce tribunal criminel. À vrai dire, je pense, peut-être me tromperai-je, mais je pense que le succès de ce tribunal criminel risque peut-être d'entraîner à terme également un nouvel engorgement. Il faudra que nous sachions réguler cela. Et donc, nous devrons être très vigilants. C'est pour ces raisons-là que j'ai souhaité mettre en place une expérimentation. S'il n'y a pas de... Oui, Madame Conconne, pour explication de vote. Madame, merci. Oui, Madame la Ministre, ce sera pour veiller à l'appellation de ce tribunal, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans mon pays, la Martinique, il n'existe plus de département. Donc le mot départemental risque de ne pas avoir de résonance chez nous. Il va de même pour la Guyane et un certain nombre de pays d'outre-mer. Madame Mercier pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs. Madame la Garde des Sceaux, vous nous proposez la création et l'expérimentation de tribunaux criminels départementaux qui seraient compétents pour juger entre autres les crimes de viol. L'idée étant de désengorger les cours d'assises. Autant il nous avait semblé inopportun, et à vous aussi d'ailleurs dans la loi sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, d'envisager la création d'un nouveau délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, lequel aurait donc été jugé au tribunal correctionnel et non aux assises, autant la création et l'expérimentation des tribunaux criminels départementaux nous semblent intéressantes. C'est en effet une réponse au problème de la correctionnalisation des viols et donc de leur déqualification. Le viol est et reste un crime. Il doit donc être jugé en tant que tel. Monsieur Bigot pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, lorsque l'on discute avec des magistrats, des avocats, et des spécialistes, ils vous disent tous que la cour d'assises, c'est quelque part le nec plus ultra de la justice, c'est la Rolls. On prend son temps.
tout est oral. Toutes les questions sont posées. Il n'y a que le président qui connaît le dossier, l'avocat général, et tout doit être fait à l'oralité. Mais tout ceci représente une organisation extrêmement lourde, une mobilisation extrêmement lourde, et ce depuis des années. C'est la raison pour laquelle, non seulement on correctionnalise, mais l'on a aussi, pour un certain nombre de délits, de faits graves, décidé de les qualifier de délits avec des peines extrêmement importantes, mais pour éviter précisément d'avoir une extension des crimes qui sont de la compétence de la cour d'assises. Je sais bien que certains peuvent dire que c'est la justice du peuple au nom du peuple. Je rappellerai qu'il y avait un président de la République, dont je ne pense pas que vous soyez le meilleur soutien, qui souhaitait le faire en correctionnel, cette présence du peuple. Et finalement, aujourd'hui, c'est abandonné. Donc, soyons très attentifs à cela. Il y a toute une série de dossiers, comme les hold-up, les braquages, etc., qui, objectivement, pourraient fort bien être jugés par 5 magistrats professionnels, lesquels ont une meilleure connaissance des dossiers, une capacité plus rapide de comprendre ce qui se passe. La cour d'assises, c'est très lourd, il faut entendre les experts, il faut tout faire. Et, comme l'a dit Madame la Ministre, cela, à l'heure actuelle, compte tenu de la lourdeur d'organisation, des difficultés à avoir des jurés qui acceptent, parce que c'est compliqué, souvent ils demandent à être récusés, parce que dans leur emploi du temps, être bloqué pendant 3 semaines n'est pas simple, fait qu'effectivement, il faut réserver ça sans doute à une certaine catégorie de faits. Et puis se rajoute à ça, effectivement, la correctionnalisation, parce qu'on a peur des jurés populaires, notamment dans les affaires que dénonçait notre collègue Madame Mercier. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le principe de l'expérimentation est intéressant. La seule question qui me reste, Madame la garde des Sceaux, c'est que je ne vois pas très bien le lien, mais on est dans l'expérimentation. Pour quel motif l'appel de ces tribunaux criminels se ferait devant une cour d'assises de nouveau? Est-ce que de ce point de vue-là, notamment par rapport à certains avocats qui préfèrent le prétoire et sa médiatisation, qu'il n'y ait pas plus d'appels encore de ces tribunaux criminels. Mais ce n'est qu'une expérimentation, donc on aura l'occasion de le voir. Je pense que si on devait aller au bout de l'expérimentation, l'idée serait peut-être quand même de renvoyer dans ce cas-là devant un tribunal criminel départemental d'appel. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, Monsieur Ouzoulia, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'ai compris votre argumentaire. Ce qui me gêne, c'est que nous sommes sur 2 points de vue différents. Vous traitez un point de vue technique, comptable, budgétaire, vous nous parlez d'engorgement, et nous traitons d'un problème de droit qui est fondamental, qui est celui du principe. Par ailleurs, l'autre argument en ce qui concerne le viol, je pense sincèrement que nous défendons le statut des femmes quand leur parole est publique, surtout sur ces crimes. Et je ne crois pas que les renvoyer à ces chambres-là puisse aider la nécessaire prise en compte de ce qu'est aujourd'hui la réalité des violences faites aux femmes. Je vous remercie. Madame de la Gontrie, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Ce sujet est délicat et pour ma part, je souhaite indiquer que je m'abstiendrai sur cette disposition parce que nous sommes face à 2 contraintes inconciliables. La première, c'est, ça a été rappelé à l'instant, le principe même du procès devant les cours d'assises, qui mêle plusieurs choses, et y compris le fait que l'intégralité de l'instruction se refait à la barre. Et c'est cela qui rend la procédure d'assises exceptionnelle et non pas, comme l'a dit un de nos collègues, le fait d'être médiatisé, je le rassure. Et ça, c'est donc un point important, d'autant que la participation des jurés, pour ceux qui ont pu l'être, est une expérience très importante dans l'appréhension de la justice par des citoyens qui ne sont pas magistrats. Ça, c'est un premier point. Personnellement, j'y suis très attachée, mais j'ai noté, y compris dans les auditions que nous avons pu faire, comme par exemple le président de la Cour de cassation, qui était quand même ancien président de la Chambre criminelle, que finalement, ce principe-là pouvait être dépassé. Mais en revanche, et c'est pour cela que, plutôt que d'être défavorable, je m'abstiendrai.
Il y a un autre point qui me semble très important et que je souhaiterais souligner auprès de ceux qui ne sont pas favorables à ce tribunal criminel. C'est que si ce pari du désengorgement et donc de l'accélération de l'audiencement est tenu, dans ce cas-là, il mérite d'être pris. Parce qu'on oublie peut-être que les délais d'audiencement extraordinairement longs entre la clôture d'une instruction et l'audiencement devant une cour d'assises, qui peut durer plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, fait que pendant cette période, la personne dont j'indique qu'elle est toujours présumée innocente est toujours, évidemment, à 9 fois sur 10, maintenue en détention, et que nous sommes donc dans une forme de déni de justice un peu particulier. Donc c'est pour cette raison-là, si cela peut permettre, en audiençant plus rapidement, de faire respecter les droits et de ne pas maintenir en détention quelqu'un qui a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, que pour le coup, je suis prêt pour ma part à accepter en partie cette expérimentation par une abstention. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Oui, merci, merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux. Chers collègues, concernant cet amendement, on peut comprendre aussi l'intérêt aussi du travail par le biais des amendements et concernant cet article sur des sujets extrêmement sensibles avec cette expérimentation d'un tribunal départemental, et on peut avoir les uns et les autres l'expérience des jurés d'assises. Et c'est vrai, les cours d'assises, malheureusement, certains d'entre nous ont pu y participer. Pour ma part, j'étais tiré au sort, ça remonte en 1995, et j'avais cette expérience qui m'a marqué et qui marque aussi beaucoup les personnes qu'on peut rencontrer qui ont assisté à des procès au niveau des cours d'assises. Et c'est vrai que on peut comprendre la complexité, le travail malheureusement des affaires très dramatiques qui sont examinées par la cour d'assises avec le travail des experts. Mais c'est vrai que cette expérience qu'on a pu vivre pour certains nous marque, et on reste encore là particulièrement marqué et très modeste, parce que je pense que là c'est aussi des leçons et des enseignements à tirer, parce que aux côtés de mémoire 3 magistrats, il y a les jurés qui n'ont pas été récusés, et avec malheureusement des affaires particulièrement dramatiques. Et à ce niveau-là, c'est vrai que d'un côté, on sait que organiser les jurés d'assises n'est pas simple, mais de l'autre côté, la mise en place de ce tribunal départemental, bon après, le travail de fond a été fait au niveau de la commission des lois. Donc pour ma part, sur cet amendement, je m'abstiendrai. Voilà, je vous remercie. Merci. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, Madame Assassi, je vous en prie. Oui, je pense qu'on a un débat intéressant sur ce sujet. Mais sur le fond, vous me direz, Madame la Garde des Sceaux, si je me trompe, parce qu'après tout, je peux me tromper, mais il ressemble quelque part, ce tribunal, à une chambre spécialisée du tribunal correctionnel. Et donc... oui, ils sont 5, d'accord, mais dans la façon dont le projet nous est présenté, ça ressemble un petit peu à ça. Et deuxième élément, Madame la Garde des Sceaux, moi qui me retient quand même et qui m'invite encore à voter contre cet article, c'est que je suis très attachée au jury populaire. Et certains ici ont dit le sens que représente la participation et la présence de nos concitoyens dans nos tribunaux. Et j'entends tout ce qui est dit, mais il y a une récurrence quand même dans les propos, c'est qu'il faut aller vite et faire des économies. Voilà. Et moi, c'est une récurrence qui me gêne, parce que j'ai une haute idée de la justice de mon pays, et qu'on rogne sur la justice parce qu'il faut faire des économies et parce qu'il faut aller vite, je suis désolée, mais en tant que parlementaire, mais aussi comme citoyenne, ça me gêne. Madame la ministre, vous souhaitez... Oui.
Merci Madame la Présidente. Très brièvement, je voudrais répondre à Monsieur le sénateur Ouzoulias. Devant le tribunal criminel départemental, je crois que c'est vous, pardonnez-moi Monsieur le sénateur, qui avez évoqué ça, les audiences sont publiques. Vous avez dit il faut que la parole des femmes soit publique. Si je crois que vous faisiez allusion à des cas de viol, mais elle sera publique. Évidemment, les victimes seront évidemment entendues publiquement. Et si le tribunal le souhaite, il entendra les témoins qu'il souhaite entendre publiquement, comme cela se fait ailleurs. À Madame la sénatrice Assassi, dont je perçois bien qu'il y a encore quelques hésitations, deux observations. Ce ne sera pas un tribunal correctionnel spécialisé, ce sera au contraire une forme de cour d'assises qui aura des règles particulières qui s'appliqueront à elle. C'est la même idée, c'est le même principe. Et en fait, c'est une cour d'assises avec des formalités allégées. Et évidemment des magistrats qui seront des magistrats professionnels. 5. Voilà. Et donc, ce que je souhaite ici redire, c'est que, contrairement à ce que vous avez répété, il n'y a aucune idée d'économie de notre part. Aucune idée d'économie. Pour être très honnête, d'abord je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit, je puis vous assurer, Madame la sénatrice, que ce serait presque, si j'avais à craindre quelque chose, ce serait l'inverse. C'est-à-dire que les magistrats professionnels qui interviendront dans ce tribunal criminel départemental, évidemment, je pense qu'il y aura un vrai succès là où l'expérimentation sera tentée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous avons d'ores et déjà beaucoup de demandes. Et ce n'est pas pour faire des économies, ni pour aller vite au sens d'accélérer. C'est pour aller vite, pour permettre aux victimes d'obtenir le jugement auquel elles ont droit. Et donc c'est la raison pour laquelle nous proposons cette expérimentation. Bien. À présent, je vais mettre aux voix cet amendement numéro 39 avec deux avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 85 rectifié bis. Monsieur Laménie, vous nous le présentez? Merci. Oui, donc cet amendement concernant l'article 42 à l'initiative de M. Grand et plusieurs de nos collègues, il s'agit d'insérer après l'alinéa 4 un alinéa qui est rédigé à la première phrase de l'article 305-1 après le mot « être ». Il convient d'insérer les mots « déposés 48 heures avant l'ouverture des débats ». Et donc voilà, et tel est l'objet de cet amendement comme indiqué sur le document. Merci, cher collègue. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, c'est un avis défavorable. Il vise cet amendement à modifier la règle par laquelle on soulève les nullités, le moment où on soulève les nullités devant les cours d'assises. Et l'amendement voudrait que ces nullités soient soulevées 48 heures avant l'audience, alors que la règle aujourd'hui, c'est qu'elles sont soulevées au plus tard après la constitution du jury. Et donc c'est un avis défavorable de la commission. Nous pensons que le fait de pouvoir relever les nullités à l'audience est beaucoup plus protecteur pour les droits de la défense que si on devait le faire dans les 48 heures précédant l'audience. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Même avis. Je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À présent, nous examinons deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 350 de la Commission. C'est M. Buffet qui va nous le présenter. Le 350, c'est un amendement rédactionnel. Et le 178 du gouvernement, Madame la Ministre. Je fais une 178, c'est quel sujet? Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vais, pardonnez-moi, être un tout petit peu longue pour exposer cet amendement. Oui, je mesure votre impatience. Cet amendement supprime
les dispositions qui ont été adoptées par la commission des lois ayant pour objet d'étendre la compétence universelle des juridictions françaises en matière de crimes contre l'humanité en supprimant les conditions de résidence habituelle, de double incrimination et de subsidiarité avec la Cour pénale internationale. Je sais que cette réforme reprend une proposition de loi que vous avez déjà adoptée à l'unanimité le 23 décembre 2013 avec l'accord du gouvernement qui était alors représenté par ma prédécesseure Christiane Taubira. Le gouvernement considère cependant qu'une telle réforme pourrait, de manière formelle, constituer un cavalier législatif parce que, en réalité, elle ne présente pas vraiment de lien direct avec l'objet de la loi, qui est une loi de procédure pénale. Mais je signale ça simplement sans certitude. Au fond, elle soulève d'importantes difficultés. Cette réforme aboutirait en effet à une extension de compétences qui nous semble extrêmement large, pouvant conduire à une instrumentalisation politique des juridictions françaises. À titre liminaire, mais non, dit monsieur le sénateur Sueur, cette réforme aboutirait en effet à une extension donc importante, je le dirais, puisque ces dispositions constitueraient le premier cas où la France créerait une clause de compétence universelle sans y être obligée, ni même autorisée par une convention internationale. Ensuite, s'agissant des dispositions actuelles qui exigent la résidence habituelle de la personne sur le territoire français, elles me paraissent justifiées car elles permettent la poursuite d'une personne ayant commis des crimes contre l'humanité qui voudrait trouver refuge en France. Refuge, d'où la terminologie de résidence habituelle. Mais si cette condition de résidence habituelle est supprimée, toute personne de passage en France pourrait faire l'objet de poursuites. Dès lors, même si le texte adopté par votre commission maintient le monopole des poursuites au parquet, et donc en l'espèce au procureur de la République de Paris, actuellement, demain, dans un instant, je l'espère, au parquet national antiterroriste si le Sénat adopte l'amendement du gouvernement créant ce parquet. Donc, même si le texte adopté par votre commission maintient le monopole des poursuites au parquet, il est à craindre que des associations n'adressent à ce magistrat des demandes médiatisées de poursuites en cas de visite en France de représentants d'États étrangers qu'elles accuseraient de commettre ou d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Même si le procureur devait rejeter de telles demandes, de telles pratiques, évidemment, seraient source de polémiques ou d'attentes difficiles à satisfaire et elles seraient susceptibles d'affecter l'action diplomatique de la France. Par ailleurs, la suppression de la condition de subsidiarité aboutirait à la mise en place d'un mécanisme qui serait de facto contradictoire avec la promotion de la Cour pénale internationale en tant qu'acteur à part entière de la vie internationale et que la France a toujours soutenu. La Cour pénale internationale apparaît mieux placée, en effet, que les juridictions nationales pour connaître des crimes contre l'humanité. Elle dispose à cette fin de moyens juridiques spécifiques et, à l'inverse des États, jouit évidemment de sa situation d'institution internationale et dépourvue d'action diplomatique ou commerciale. Enfin, l'expérience belge que nous connaissons met en exergue la difficulté d'agir en matière de crimes internationaux au regard de la contradiction d'intérêts que sont susceptibles de rencontrer les États, lesquels sont à la fois dans la situation de juger de hauts responsables et dans la situation de promouvoir des relations diplomatiques et commerciales avec ces différents États et avec ces responsables. C'est pourquoi la Belgique est revenue en 2003 sur la réforme qu'elle avait adoptée en 1993. Pour toutes ces raisons, je souhaite demander la suppression de ces dispositions. J'ai bien sûr conscience qu'il y a peu de chances que l'amendement du gouvernement soit adopté. Sait-on jamais.
Mais j'ai quand même une espérance relativement faible, d'autant que, je le rappelais à l'instant, vous aviez déjà adopté des dispositions de cette nature en 2013. Je pense que la réflexion qui est posée par cet amendement devra être approfondie, parce qu'il est sans doute souhaitable d'explorer une solution satisfaisante et équilibrée qui augmente la compétence des juridictions françaises en la matière, sans pour autant soulever les problèmes que je viens d'évoquer devant vous. Cette réflexion, me semble-t-il, devra nécessairement associer le Quai d'Orsay et les magistrats du pôle spécialisé du tribunal de grande instance de Paris, qui n'ont pas été consultés sur cette thématique-là dans le cadre des chantiers de la justice. C'est donc un avis défavorable et une porte ouverte. Un avis défavorable. Elle a présenté le sien, non? En fait, elle a un amendement de suppression. C'est un avis favorable à mon amendement. Très bien. Défavorable aux alinéas. Très bien. Quel est l'avis de la Commission sur l'amendement du gouvernement? Madame le Président, c'est un avis défavorable parce que nous avons suivi la position que le Sénat avait adoptée à l'unanimité en 2013 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi qui avait été déposée par M. Jean-Pierre Sueur, auteur de l'amendement, à nouveau pendant ce texte. Et donc, Madame la Ministre, si j'ai bien compris, un avis défavorable à l'amendement de la Commission. Je vais mettre Monsieur Sueur pour explication de vote. Je vous en prie. Présidente, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, nous avons adopté cette disposition à l'unanimité du Sénat le 23 décembre 2013. Déjà, Madame le ministre, il y a un problème démocratique. Comment est-il possible qu'un texte adopté à l'unanimité par une Assemblée, pendant 5 ans, ne soit jamais mis à l'ordre du jour, jamais discuté par l'autre Assemblée? Deuxièmement, Madame la ministre, je vais vous rappeler ce que vous savez, c'est que ce que nous proposons est strictement conforme au traité de Rome et que celui-ci stipule que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc si elle est complémentaire, vous comprenez facilement que les juridictions pénales nationales peuvent tout à fait et doivent agir en l'espèce. Ensuite, je vous précise qu'il ne s'agit pas seulement, encore ai-je quelque peine à dire cela, de crimes contre l'humanité, mais il s'agit aussi des crimes de guerre et des génocides. Je vous rappelle, Madame le garde des Sceaux, que si je me suis avec d'autres complètement engagé sur ce sujet, c'est parce que ça a été un combat mené par Robert Badinter, mené par Madame Delmas-Marty, mené par de nombreuses associations, mené par des centaines de juristes, et qu'à cet égard, ceux-ci n'acceptent pas plus que je ne l'accepte, que la France soit à la traîne. Il me faudrait plus de temps, Madame la Présidente, et il est dommage qu'on ait peu de temps sur un tel sujet, pour dire à Madame la Ministre que d'abord, je ne suis pas d'accord sur son exposé des motifs qui nous disent qu'il y a un risque d'utilisation politique des juridictions. Mais enfin, Madame le garde des Sceaux, vous avez confiance dans les juridictions qui sont capables tout à fait de lutter contre ce risque d'instrumentalisation. Et nous donner seulement cela comme argument contre, ça ne tient pas. Et je demande l'indulgence de la Présidente pour vous dire, Madame le garde des Sceaux, que quand nous avons voté ce texte, il y avait 4 verrous sur lesquels je peux être beaucoup plus long. En particulier, le verrou de la résidence habituelle. Monsieur le Président Sueur, je veux bien vous accorder quelques secondes, c'est-à-dire une dizaine de secondes, parce qu'il y a d'autres collègues qui ont demandé la parole pour une explication de vote. La résidence habituelle
en France. Vous pensez bien que des criminels qui ont fait des crimes contre l'humanité vont pas être là dans une commune de France en train d'arroser leur géranium. Et la question, c'est qu'on puisse les interpeller quand ils sont sur le territoire français, parce que c'est un devoir absolu que de le faire. Enfin, nous avons, Madame le garde des Sceaux, supprimé le verrou qui vous faisait réagir, qui a fait beaucoup réagir à l'époque, qui est que une association ne peut pas, dans notre texte, déclencher l'action publique. Le parquet en a le monopole et cela fait tomber toutes les réticences que vous avez exprimées. C'est très clair. Maintenant, non, le fait... Je vais vous demander, Monsieur le Président Sueur, de conclure. J'arrête. Non, vous arrêtez. Je suis obligée de donner la parole à Madame Goulet qui l'a demandé. Vous êtes absolument obligée et je vous en donne acte, Madame la Présidente. Merci. Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux, c'est extrêmement délicat avec la compétence et la courtoisie avec laquelle vous êtes au banc et vous animez ces débats d'être opposé à votre position. Mais une fois n'est pas coutume, je vais rejoindre celle de Jean-Pierre Sueur. Et c'est assez rare pour être souligné. Mais qu'est-ce qu'on fait des victimes ? Parce qu'aujourd'hui, la France donne des leçons au monde entier en matière de droits de l'homme, et c'est normal. On a parlé de génocide, on a parlé aussi de crimes contre l'humanité, et malheureusement, Madame la garde des Sceaux, reconnaissons-le, ces crimes sont plutôt en train de se multiplier partout dans le monde, et on l'a encore vu récemment en Irak et en Syrie. Donc moi, je crois qu'il est de notre devoir de poursuivre le combat qui a été mené par le Sénat lorsque nous avons adopté à l'unanimité ce texte, parce que les victimes yézidis, parce que les victimes civiles, parce que les victimes des crimes en Irak et en Syrie, et malheureusement ailleurs en Afrique, ne font aujourd'hui que réclamer justice, et que si la France pouvait leur offrir un havre pour pouvoir juger leurs bourreaux et les criminels qui sont passibles de ces crimes contre l'humanité, je crois que notre pays sortirait grandi. Il restera à traverser le boulevard Saint-Germain, ça prendra peut-être encore 5 ans, mais je crois que le Sénat est dans son rôle à soutenir la position qu'il avait défendue en 2013, surtout que depuis 2013, nous avons beaucoup d'autres victimes, nous avons beaucoup d'autres génocides et beaucoup d'autres crimes contre l'humanité, et que malheureusement, ce siècle n'est pas un siècle d'apaisement, bien au contraire. Donc je crois que c'est notre rôle de voter et de maintenir la version de la Commission que je soutiendrai. Merci Madame Goulet. S'il n'y a plus d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 350 avec un avis défavorable du gouvernement, donc l'amendement 350 de la Commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Et le 178 par conséquent tombe. Je vais mettre aux voix l'amendement. Je vais mettre aux voix l'amendement 42. Monsieur Sueur, vous êtes en train de me perturber. Certes. Je vais mettre aux voix l'article 42 qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 42, nous allons examiner un amendement 179 du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, pardonnez mon inorganisation. Cet amendement que je présente devant vous tire les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel. C'est une décision récente puisque c'est une décision du 7 avril 2017 et une décision relative au délit d'entreprise individuelle terroriste. Cette décision relative au délit d'entreprise individuelle terroriste, délit qui permet d'arrêter et de sanctionner pénalement
une personne qui prépare seule un attentat qu'elle se prépare à commettre, et donc il s'agit de l'arrêter avant qu'il ne mette en œuvre ses projets. Nous sommes donc dans le cadre, comme je le disais, de l'entreprise individuelle terroriste. Ce délit n'est constitué que si plusieurs éléments sont réunis. Il doit en particulier être démontré que la personne détient, se procure ou fabrique des armes. Dans sa décision du 7 avril 2017, qui a été très discutée en séance au Conseil, je m'en souviens bien, le Conseil a jugé que la simple recherche d'armes, que le simple fait de rechercher des armes ne pouvait suffire à matérialiser une intention de passage à l'acte terroriste. Il a estimé que par son caractère trop général, le mot « rechercher » pouvait recouvrir des actes qui ne caractérisaient pas la volonté de préparer un acte terroriste. Cependant, confronté à l'hypothèse d'une personne qui projette un passage à l'acte terroriste, il apparaît inenvisageable de prendre le risque que cette personne entre effectivement en possession d'une arme. L'intervention judiciaire, se concrétisant par une interpellation rapide, me semble constituer l'unique solution possible. C'est pourquoi je vous propose par cet amendement d'ajouter la tentative de se procurer une arme au titre des éléments matériels de ce délit. À la différence du mot « rechercher », la notion de tentative, qui est une notion bien connue du droit pénal, exige un commencement d'exécution et permet ainsi d'exclure toute ambiguïté quant à la volonté de se procurer des armes par l'auteur de la tentative. Je pense ainsi que nous répondons à ce qui était à l'époque l'exigence du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de sortir de la notion relativement floue de la recherche d'une arme. Nous la remplaçons par la tentative de se procurer une arme. Cet amendement renforcera les capacités de l'autorité judiciaire de déjouer des projets d'attentat. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, sans revenir sur le fond de l'explication, la commission des lois a émis un avis favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Après l'article 42, nous allons examiner un amendement numéro 181 rectifié du Gouvernement. Madame la ministre. Le 181 rectifié. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui propose de clarifier le cadre procédural qui est applicable en matière de surveillance et de livraison surveillée, qui, vous le savez, constituent des actes d'enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. C'est un amendement qui est d'ailleurs tout à fait d'actualité, comme peut-être vous avez pu vous en rendre compte. Ces actes d'enquête consistent à assurer la surveillance de personnes qui sont soupçonnées et l'acheminement des produits des trafics en différant des opérations d'interpellation et de saisie pour les besoins de l'enquête. Le Gouvernement souhaite apporter 2 modifications afin de permettre un contrôle efficace de ces opérations par l'autorité judiciaire et de mettre fin à des pratiques divergentes sur le territoire national en prévoyant 2 choses. Nous prévoyons d'une part une autorisation préalable de l'autorité judiciaire et nous prévoyons d'autre part la possibilité de demander à d'autres services de ne pas procéder à l'interpellation des suspects pour ne pas compromettre la poursuite des investigations, notamment lorsque ces derniers passent par des points de contrôle frontaliers. Le procureur de Paris sera évidemment informé sans délai de ces opérations. Cette centralisation de l'information permettra au parquet de Paris de se saisir d'affaires qui sont souvent très lourdes et très complexes. Cet amendement, vous le comprendrez, étend ainsi la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, la JIRS de Paris, à l'ensemble du territoire national pour les affaires d'une très grande complexité.
tout en conservant 8 JIRS, 8 juridictions interrégionales spécialisées qui sont situées sur le territoire, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France, et qui ont démontré leur efficacité dans la lutte contre le crime organisé. Cette mesure constitue une adaptation nécessaire à la réalité de certaines affaires de la grande criminalité et qui dépasse largement l'échelle régionale. Par ailleurs, l'amendement que je vous propose mentionne expressément la possibilité pour les enquêteurs de livrer à la place des services postaux et en raison du danger que comporte l'opération, les produits du crime ainsi acheminés par voie postale aux fins de démanteler les réseaux criminels. Des dispositions équivalentes sont créées dans le Code des douanes en raison de la mission de lutte contre les trafics qui est également assignée au droit pénal douanier. Mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, vous aurez compris que cet amendement répond à une difficulté qui a créé beaucoup d'émoi dans le monde policier et judiciaire autour de l'OCRTIS, l'Office central de lutte contre les trafics de stupéfiants. Et c'est évidemment un encadrement des pratiques qui sont effectuées que nous souhaitons ici mettre clairement en place. Voilà la raison pour laquelle je suis très attentive à l'amendement que je vous propose. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur ? La Commission a émis un avis favorable, était très intéressée évidemment par les dispositions qui sont proposées par cet amendement, avait souhaité un certain nombre de rectifications. Ces rectifications ont été apportées. Donc, d'ailleurs, nous tenons à saluer ce fait particulier et donc avis favorable. Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, évidemment, je soutiendrai cet amendement et je comprends que la Commission ait aussi un avis très favorable en matière de lutte contre la délinquance telle qu'elle figure dans cet article, et aussi pour dire que nous sommes dans un état de droit et chaque fois que les gens et des personnes nous expliquent que nous luttons contre la délinquance, le terrorisme en violant l'état de droit, cet amendement est la meilleure preuve que nous le respectons de façon scrupuleuse. Donc c'est un amendement extrêmement utile que nous allons évidemment voter. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la Commission qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Et voilà pour ce débat des sénateurs autour de la réforme de la justice portée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Et vous l'avez vu, le Sénat s'est opposé à la peine sous surveillance électronique que veut créer le gouvernement pour permettre une alternative à la prison. Pour les sénateurs, ce bracelet électronique est déjà une option pour le juge qui peut aménager la peine de prison. La droite sénatoriale a néanmoins donné son accord pour expérimenter un tribunal sans juré populaire afin de juger certains crimes et notamment les viols. Les sénateurs de gauche ont critiqué cette mesure car ils estiment que cette suppression des jurés populaires est antidémocratique. L'examen de cette réforme de la justice reprendra demain au Sénat avec notamment la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.